Si les mecs n'étaient pas drivés par leur sexualité, leur libido, ils feraient rien en fait. C'est plus simple d'être visible, de provoquer les rencontres quand t'es une femme. Pourquoi est-ce que t'es passé des hommes aux femmes après? Quel est le pourcentage de mecs qui vont accepter d'avoir un rapprochement intime avec elles? Pour moi, max 30%. Non. Plus que ça? T'es fou. Salut à tous, c'est Colin pour un nouvel épisode d'Extra, l'émission qui vous permet de rencontrer des personnalités dites ordinaires au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, je reçois Yann Piette, qui est un coach en séduction, les amis. Donc, ça va être l'opportunité de lui poser plein de questions sur les mythes, les légendes qu'il peut y avoir dans la société de tous les jours, sur la séduction, le type de couple qu'on peut former, les attentes qu'on peut avoir, mais également des mises en situation. On lui a préparé plein de petites choses plutôt sympas, vous allez vous régaler. Et surtout, on a utilisé pas mal de vos questions. Donc, c'est parti. Yann, comment tu vas? Salut Colin, ça va? Super. Super. Ça va, au top, au top. Merci, je vais le dire quand même, tu as fait un long voyage quand même pour venir nous rejoindre aujourd'hui. J'ai failli être en retard, je suis là, je suis pile à l'heure. Une actualité incroyable. À C'était 58 impensable de rater ce moment. 375 000 personnes qui te suivent sur TikTok. 295 000 abonnés sur YouTube et 200 sur Instagram. Bravo, monsieur. Bravo, J'ai une monsieur. deuxième chaîne YouTube à 630 000 abonnés. Ah là, tu vois, j'étais là à faire ton éloge, tu continues. Et voilà. Okay. Il y a une particularité quand même, c'est que à la base, si je dis pas de bêtises, tu t'étais lancé en coach séduction avec des conseils pour les hommes, puis pour les femmes. Exact. Alors, on va reprendre depuis le début. Pourquoi déjà tu t'es lancé là-dedans? Comment est-ce que c'était c'est lié à tes difficultés ou au contraire tes facilités avec les femmes que tu t'es lancé dans ce business-là? C'est quoi? Ouais, c'est assez atypique en fait comme truc. C'est-à-dire que normalement, quand tu as 23, 24, tu commences à travailler, tu prends un job normal. Moi, j'avais fait des études d'ingénieur. Donc, je commence à travailler. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que dans ce que tu dis, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais effectivement des difficultés. J'étais pas audacieux, j'étais pas intéressant. J'avais des difficultés. Enfin, j'avais pas des difficultés à m'exprimer, mais disons que j'étais pas quelqu'un de particulièrement charmant et de particulièrement audacieux. Et ayant eu dans mon âge de jeune adulte, dans 18, 19, 20, 21, ces difficultés-là, les ayant surmontées, déjà, je me suis trouvé, tiens, il y a d'autres mecs qui sont comme moi. Je l'ai vu autour de moi et j'avais envie en fait, si tu veux, de démarrer quelque chose sur YouTube, et ça s'est fait en fait assez sans trop réfléchir en fait. D'accord. Comme pas mal de décisions que tu prends quand tu as 24 ans. J'ai monté ma chaîne et ça a cartonné assez vite en fait. J'ai vite trouvé mon public parce que j'ai fait un format à l'époque qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais c'est à l'époque je faisais des caméras cachées. C'est un peu maintenant les gens ça les intéresse plus trop, mais on fait des podcasts maintenant, mais ça a bien marché parce que je me suis dit tiens, je vais essayer de montrer en fait la réalité d'une rencontre comme on peut en faire dans sa vie de tous les jours, à la librairie, au café, dans la rue, je ne sais où en fait, avec simplement en étant sympathique, en étant respectueux et essayer d'être marrant, essayer d'être intéressant. Et ça a marché en fait, parce que c'est des problématiques qui touchent toujours, mais à l'époque tous les mecs en fait. Ouais, c'est vrai. Et tu disais que tu as réussi à faire basculer ça, à sortir de ce côté un petit peu, je n'étais pas charmant, etc. Il y a un truc que tu as travaillé en particulier, ou un effort que ça t'a demandé en particulier pour faire basculer les choses ou pas? Ouais, le gros effort en fait, et c'est un effort que j'ai demandé aussi à tous mes clients, avec les gens avec qui j'ai travaillé, en tout cas les hommes, c'est qu'en fait à un moment donné, il faut accepter que tu vas basculer dans de l'inconfort total. Il y a un côté en fait sans filet, tu vois, que les gens qui font des vidéos connaissent bien aussi. Tu vois, c'est le côté où quand tu vas sur une scène, c'est le côté ok, là c'est parti, j'ai pas de filet, faut que je fasse quelque chose, faut que je dise quelque chose. Et je pense qu'il est là la plus grosse difficulté, c'est de traverser ça et de te rendre compte en fait que ah non mais en fait je suis pas mort, tu vois. Je suis pas mort, donc tu le fais d'abord pour toi-même. Moi je me rappelle quand j'avais 19, 20, tu vois, j'étais assez timide, c'était le fait d'aller parler à des gens que je connaissais pas. Et en fait ça marche bien en fait. On m'a pas dégagé, on m'a pas insulté, et à partir de là tu t'es créé un nouvel espace de jeu. Tu te dis ok, maintenant j'ai débloqué cette compétence-là, je suis capable de parler à des gens. Ça me faisait peur avant, et maintenant je peux m'épanouir dans ce truc, tu vois. Je peux essayer des trucs, et ça, c'est ça le plus dur en fait. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es passé des hommes aux femmes après? J'ai quand même travaillé avec les hommes pendant 7-8 ans. Donc la période 2010-2018, mais j'ai commencé à travailler avec les femmes entre-temps, vers 2015-2016. En fait, ça s'est fait... Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai fait ce switch à cause de la révolution MeToo, à cause de choses comme ça. Pas du tout en réalité. Ça s'est pas du tout fait pour ces raisons-là. La première chose, c'est qu'en faisant beaucoup de contenu pour les hommes, qui marchait très bien, j'avais beaucoup de clients, de coaching, de trucs. J'avais des femmes aussi qui regardaient les vidéos. Parce que elles sont pas bêtes, à un moment donné, elles ont des questions sur les mecs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont regarder les vidéos que les mecs regardent. Tu vois. Et elles ont tout à fait raison. Et je voyais de plus en plus de questions. Donc à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais ouvrir un coaching pour les femmes. Et j'en ai ouvert en 2015, 2016, et ça a cartonné. Ça a cartonné dans la mesure où
je dis pas que ça a cartonné en termes de oui, tout à coup, il y avait plein de monde, je suis devenu millionnaire. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne adéquation entre moi, le message que j'avais pour elle, les questions qu'elle me posait. C'était simple pour moi parce que comme j'avais travaillé pendant 7 ans déjà, plusieurs années avec beaucoup d'hommes de tout profil différents, de toute sociologie différente, j'avais pas de difficulté en fait à leur dire, voilà, tu vois, les mecs ils fonctionnent comme ça. Là, un mec qui est intéressé, il fait ça. Et en fait, j'ai trouvé ça plus intéressant, à vrai dire. Ok. Tu prends plus on dirait de plaisir à cette nouvelle version de ton métier là ou pas ? Bah écoute, disons que c'était un peu plus complexe, donc moi ça m'a challengé. Les mecs, je vais être un peu, c'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais souvent les mecs ils venaient me voir, ok, je veux faire des rencontres, je veux apprendre à faire des rencontres, je veux faire des rencontres avec tel type de femme. Donc tu vois, ça tournait beaucoup autour de cette problématique. Je suis timide, je veux faire des rencontres. Problématique qui est pas du tout féminine. Il y a très peu de femmes qui m'ont consulté en disant Yann, j'ai un gros problème, j'arrive pas à faire des rencontres, parce que c'est plus simple de faire c'est plus simple d'être visible, de provoquer les rencontres quand tu es une femme. C'est vrai. Mais par contre, les femmes, c'est plus challengeant, c'est plus complexe. Il y a plus de questions, il y a plus de questionnements. Ça va parler du couple, ça va parler des rencontres, ça va parler tu vois, de la sexualité. Donc en fait, moi, d'un point de vue intellectuel, j'ai trouvé ça plus challengeant. Ouais. On a du mal à le dire, nous les mecs, mais c'est vrai que les échanges avec les femmes, c'est quand même un peu plus poussé de manière générale. Ouais, bien sûr. C'est plus agréable. Est-ce que tu as remarqué, parce que là tu m'en as dit une grosse quand même, de différence, alors là c'était dans l'approche vis-à-vis de toi, mais dans les besoins, dans les envies, dans les craintes même, une grosse différence entre les deux sexes? Ouais, alors disons que on va pas du tout aborder la rencontre, la séduction, le couple de la même manière. Ouais. Déjà, je vais prendre une grosse différence de base que je mets toujours en lumière auprès de mes clientes, c'est qu'en gros, les mecs se baladent pas, quand ils se réveillent le matin, ils se baladent pas en se disant ouais, je veux une relation. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas drivé par la même chose. Ouais. Les mecs, ils sont drivés par leur envie de féminin, tu vois, leur envie de conquête, leur envie de connaître une femme, d'être avec une femme. Ça les motive. Ils vont être assez visuels et ils vont vraiment approcher en fait la rencontre de cette manière-là. Les femmes, c'est pas la même chose en fait. Elles sont pas dans la même position, elles réfléchissent pas pareil. Une femme, elle va se dire voilà, je veux tel type de mec, je veux tel type de relation. Tu vois, elle va regarder vraiment la grosse image, quoi. Ouais. Elle va regarder l'image de loin. Ce qui fait que du coup, les femmes ont du mal à comprendre les hommes là-dessus. Je suis obligé d'expliquer à mes clientes que oui, les hommes sont drivés par la sexualité et que c'est pas un problème en fait. Si c'était pas le cas, on ne serait pas là à se parler parce que l'espèce humaine, elle se serait arrêtée. Oui, c'est clair. Si les mecs n'étaient pas drivés par leur sexualité, leur libido, ils feraient rien en fait. S'ils font rien, ils vont pas vers les femmes. Il y aurait pas l'espèce perdurerait pas. Ouais. Et je fais une petite expérience à chaque fois. Enfin, c'est très marrant. Tu vois, je dis par exemple, imagine. On va la faire ensemble d'ailleurs. Okay. Imagine, on est dans une boîte de nuit, d'accord, ou un bar ou n'importe quoi. Il y a une nana, il y a des mecs et des femmes, d'accord. Et il y a une nana, tu vois, qui va dire à un mec, ok, je suis ok pour faire l'amour avec toi, tout de suite maintenant, je suis tout à fait consentante, pas de problème, tout va bien, tu vois. Et j'en ai vraiment envie, tu vois. En fait, sur la population masculine qui est dans cet endroit, à ton avis, combien de mecs vont accepter d'aller dans cette expérience ? Sachant que la nana, elle est ni très belle, ni très laide. C'est une nana normale, tu vois. Combien de mecs, à ton avis, quel est le pourcentage de mecs qui vont accepter d'avoir un rapprochement intime avec elle? Pour moi, max 30%. Non. Plus que ça? T'es fou. Sérieux? Moi, j'aurais trop peur d'un piège. Non, mais oui, alors bon. C'est pour ça dans la société actuelle. Dans la société actuelle, mais imaginons que. Sinon, 100%. Les mecs sont plutôt disponibles, personne n'est en couple. Oui. Il n'y aura aucun problème pour les mecs d'aller dans cette expérience-là. Pardon, c'est mon côté parano. Mais si tu fais l'expérience dans le sens inverse, et que tu dis, du coup, aux femmes qui sont là, il y a un mec ni beau ni moche, machin, mais elles le connaissent pas, tu vois, mais qui est tout à fait consentant, qui veut avoir une expérience intime avec toi. C'est, tu vois, je dirais que pour les mecs, c'est 90% qui vont accepter. Il y en a peut-être 10% qui, voilà, qui ont besoin de plus, qui ont peur, qui ont besoin de plus, qui sont pas dans ce truc-là. Mais les nanas, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en a 10% qui pourraient accepter, 90% qui pourraient refuser. Donc à partir de là, en fait, déjà, on joue pas au même jeu. Quand on est dans la rencontre, en fait, c'est deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont boire un verre, boire un café, mais les enjeux sont pas les mêmes et on réfléchit pas de la même manière. Donc ça, c'est une grosse différence finalement dans la rencontre amoureuse. On va dire que les deux protagonistes, hommes et femmes, si on parle d'une rencontre amoureuse homme-femme, en fait, c'est pas les mêmes enjeux, pas au même moment. Tu vois, une femme, par exemple, elle a un pouvoir de décision beaucoup plus grand au début, parce que c'est le mec qui va aller vers elle, totalement. Qui va dans sa direction. Donc elle accepte, elle refuse. Est-ce que j'accepte un autre rendez-vous ou pas? Est-ce que je laisse m'embrasser ou pas? Est-ce qu'on est intime ou pas? Donc en fait, c'est vraiment elle qui va driver le truc dans un premier temps par ses acceptations et ses refus.
une fois qu'on est intime, ce pouvoir en fait change de main. Oui, Dans la mesure où en fait le mec, ok, il y a eu un rapprochement, il y a eu une séduction. Maintenant la question c'est le mec va se dire ok, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, et moi je le sens dans mes coachings en fait. Je le sens dans mes coachings et j'apprends en fait aux femmes justement à faire en sorte que cet homme que tu viens de rencontrer, c'est peut-être un mec avec qui tu auras envie d'avoir une relation. En tout cas, t'en sais rien pour le moment. Tu as besoin de le découvrir. Parce que beaucoup de femmes, en fait, elles vont se rapprocher d'un mec assez vite sans savoir s'il est intéressé. Et puis après, ok, bon, ça s'est un peu emballé, machin. On a couché ensemble, l'alcool aidant, etc. Truc. J'ai pas trop réfléchi sur le coup. Mais non, en fait, je me rends compte qu'il me plaît beaucoup, en fait. Mais elle ne savait pas s'il était intéressé ou pas. Parce qu'il n'y avait pas eu assez de temps pour laisser une connexion se développer. Puis même pour qu'elle vérifie quelles étaient véritablement les intentions du mec. Ouais, c'est vrai. Et donc, elle se retrouve souvent prise au piège dans ce scénario. Où elles aimeraient bien dire j'aurais bien aimé faire différemment, ou j'aurais bien aimé savoir si cet homme était vraiment intéressé ou pas. Donc moi, dans mes conseils, ce que je les aide à faire, c'est à leur donner vraiment un plan, tu vois, à les accompagner pour faire en sorte que j'apprends à connaître ce mec, je me rapproche de lui petit à petit, mais en même temps, je vais être sûr que le mec est intéressé. Alors justement, c'est quoi les signes entre un homme et une femme pour savoir qu'on est intéressé ? Premier truc, un mec, déjà, avant la rencontre, tant que la rencontre n'a pas eu lieu, tout ce qui se passe avant, c'est peanuts, c'est bullshit. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on parle sur les réseaux, on parle sur les applications, mais tant que tu n'as pas vu la personne en face à face, tu ne sais pas si tu as une attraction physique. Et ça, c'est le premier truc qui est important. C'est est-ce qu'on a de l'attirance l'un pour l'autre ? Côté homme comme côté femme. La question, elle se pose des deux côtés. Tu fais ta rencontre et tout, un mec qui est intéressé, il va très rapidement... Il va pas perdre de temps en fait. Il va très rapidement, entre guillemets, je mets des guillemets, mais sécuriser cette rencontre. Tu vois, dans la tête des mecs, d'ailleurs, quand j'utilise ce mot, ça fait sens. Ouais, tu sécurises. Pourquoi tu as rencontré quelqu'un qui te plaît bien, je vais montrer que je veux un premier rendez-vous, enfin un autre rendez-vous avec cette personne. Ok, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine ? Il va très vite en fait proposer quelque chose. Et moi, je donne ce repère aux femmes. Je dis, si tu as rencontré le mec lundi et que jeudi, il t'a toujours rien proposé, vous avez fait votre rencontre lundi, vous avez bu un verre, c'est bien passé, mais tu peux pas vraiment dire ce que le mec a pensé. Tu vois. Si t'as rien proposé avant jeudi, c'est que le mec, déjà, il est pas assez intéressé. Ah ouais. Et c'est vrai. C'est assez tranchant ce que je dis parce que toi, quand tu es dans la position où le mec t'a plu en tant que femme, tu dis bien, j'aimerais bien, tu vas réécrire un peu l'histoire. Oui, mais non, mais si j'attends un peu, peut-être qu'il est occupé. Il m'a dit qu'il avait ses enfants. Non, bullshit en fait. Si le mec avait, et à chaque fois je prends des exemples un peu comme ça, un peu farfelus, je dis, s'il datait Jessica Alba ou s'il datait Margot Robbie, t'inquiète que le rendez-vous il l'aurait proposé en fait. Il l'aurait proposé dans les 3 jours. Donc 3 jours, c'est une marge, c'est une bonne marge. Ça, c'est un premier bon signe. D'accord. Et ça, c'est pour les mecs. Ça, c'est pour les femmes. Vis-à-vis de l'intérêt des mecs. Voilà. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, si tu renverses le truc côté masculin, en fait, tu vas voir que ça fait sens. En fait, une femme qui est intéressée, elle va pas chipoter en fait pour que le rendez-vous ait lieu. Ce sera pas difficile de la revoir. C'est-à-dire que tu vas faire une proposition. Déjà, elle va te répondre. Tu vois, dans une durée de 24 heures dans la journée, ah ouais, avec plaisir, machin truc. Il n'y aura pas de ouais, peut-être, on se redit, je sais, tu vois, il n'y aura pas de flou en fait. Plus une femme est intéressée, moins elle va être floue dans les réponses qu'elle va envoyer. Ok. Souvent, les mecs ont du mal à lire en fait les réponses des femmes. Tu vois, elle a l'air d'être intéressée parce qu'elle a répondu avec un smiley, j'en sais rien, tu vois, ça a l'air d'être assez sympa parce que les femmes communiquent bien, tu vois, communiquent avec souplesse et fluidité. Donc les mecs prennent cette communication pour de l'intéressé, on n'est pas. Je trouve que la révolution un peu MeToo a permis de remettre entre guillemets les pendules à l'heure, oui et non, parce que ça reste un peu complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si tu demandes à 10 mecs s'ils se sentent en sécurité ou entre guillemets confiants pour aller draguer une nana dehors, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui me disent oui, franchement, sécure. J'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens me disent ça. Et en fait, je pense que pas tant que ça en fait. Parce que quand je bosse avec les mecs, figure-toi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mecs déjà à l'époque. Moi, j'ai commencé en 2010. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait, finalement, les rencontres à l'époque, il n'y avait pas l'application de rencontre. C'était vraiment le balbutiement des applications de rencontre. Mais les rencontres se faisaient par affinité, accointance, collègues de travail, etc. C'est très rare étaient les mecs qui se disaient je vais aller parler à une femme à la bibliothèque ou à la librairie. Tu vois. Ça paraissait déjà saugrenu pour plein de mecs, alors qu'en réalité ça dérange. Enfin tu vois, c'est pas quelque chose de dérangeant, tu vois. Mais les rencontres avaient plutôt tendance à faire en soirée, j'ai bu un verre, je suis un peu désinhibé, tu vois. Là les gens se disaient ok, c'est un bon espace, je peux aller faire des rencontres à ce moment-là.
Donc je pense qu'effectivement, il y a eu la révolution MeToo, mais je dirais qu'aujourd'hui, les mecs qui vont dire oui, mais je ne veux pas aller parler à une femme dans la rue ou n'importe où, en fait, à la station sérieuse, j'en sais rien, ils ne l'auraient pas plus fait, en fait, en 2010. Ouais, on se cache derrière une espèce d'excuse. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire. On parlait tout à l'heure des signes, au-delà de la communication, mais même des signes un petit peu non-verbaux que peut faire un homme ou une femme qui montre ou qui traduit un petit intérêt, en tout cas on va dire une faiblesse pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Ouais. Il y a la légende, on en parlait dans la rédaction, de la fille qui se remet les cheveux ou le mec qui bombe un peu le torse. Est-ce que ça, c'est du bullshit total ou est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as retrouvées dans les différents profils que tu as pu rencontrer ? Alors, c'est pas du bullshit. C'est-à-dire qu'en fait, on va tous avoir certains comportements en fait, non-verbaux. Ouais. Dans certaines situations, tu vois, par exemple, se remettre les cheveux. Tu vois, en fait, si tu veux, le fait de gesticuler, par exemple, ça va traduire de la nervosité. Ouais. Si tu es face à quelqu'un qui te plaît pas, t'es pas nerveux, en fait. Tu as juste envie de te casser. T'es pas nerveux, t'as pas le pied qui gesticule, t'as pas les mains qui gesticulent. T'es pas dans cette attitude-là. Donc, tu vois, ça, c'est un comportement qu'on va retrouver quand quelqu'un est dans une situation de stress. Ouais. Mais l'intérêt, il y a toujours du stress avec de l'intérêt, parce que tu es dans une situation à enjeu. Autre exemple, quelqu'un qui boit rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis stressé. J'ai la gorge sèche. Donc, mon réflexe, c'est quoi ? C'est d'aller me chercher de l'eau, en fait. Enfin, de l'eau, quelle que soit la boisson. Quoi qui traîne. Mais ton verre va se vider beaucoup plus rapidement. Ok. Et donc, il y a plein de petits signes. Donc, c'est pas du bullshit, mais c'est juste que c'est difficile de les lire. D'autant plus quand tu es dans un date et que tu dois déjà faire attention à ce que tu dis, à suivre la conversation, essayer d'être intéressant. C'est pas évident de repérer les signes en même temps. Donc une femme qui se recoiffe les cheveux, bon, elle est dans une forme de... les cheveux, c'est une arme de séduction. Tu vois, donc c'est tout ce que je vais toucher, tous les endroits où je vais mettre mes doigts, en fait, ça, tu vois, tu vas suivre. Okay. Les yeux vont suivre, en fait. D'accord. Donc, une femme qui bricole ses cheveux, qui bricole une bretelle de robe ou de soutien-gorge ou du haut, qui est là, qui met les mains ici, qui est dans l'autocontact, en fait, ce qu'elle dit, c'est, voilà, je veux que tu regardes par ici, je veux magnétiser. D'accord. Et ça, c'est pas forcément conscient. Non, en fait, tu réfléchis pas. Bah, regarde, toi, quand si t'es face à quelqu'un, tu vois, là, on est en train de parler, machin. Moi, je vais pas réfléchir. Attends, je vais boire mon verre d'eau parce que je suis stressé. Donc, en fait, tu fais pas ça parce que tu y penses. Ouais. Tu fais ça parce que t'es dans ton ressenti du moment, en fait. D'accord. Ok. Dans la séduction, on parle beaucoup de charisme. Ouais. Ok, c'est un peu le nouveau mot à la mode. Il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est le charisme qui fait beaucoup de choses. Il y a le prof de charisme là. Ouais, alors c'est exceptionnel, exceptionnel, hyper drôle. Mais est-ce que toi, ça fait partie des éléments que tu travailles beaucoup ou pas ? Ouais, bien sûr. Je les fais travailler à mes clients et particulièrement quand je bosse avec des hommes. Parce que, alors tiens, rien qu'un truc, commencer par la tenue en fait. Tu vois, la façon dont tu vas t'habiller, ça va changer complètement ta posture, ça va changer complètement la façon dont les gens vont te percevoir. Donc c'est très con, mais souvent, j'ai eu le besoin avec des clients en leur disant non, mais vas-y. Non, j'ai pas besoin. Si, t'inquiète. Viens, on va aller faire un tour au Galeries Lafayette. Ah ouais, c'est vrai ? Bien sûr. Et eux, ils pensaient pas du tout avoir besoin de ça ? Non, bien sûr que non. Bah non, parce qu'en fait, quand tu fais pas attention à ton image, tu te rends pas compte en fait de l'image que tu projettes. Tu te rends pas compte, t'es bien dans tes vêtements. Tu vois, des mecs qui sont très mal sapés, machin. Ouais. Mais le problème, c'est que tu pourras pas empêcher la personne en face de te juger. Ok. Et le début d'un travail là-dessus, c'est d'abord visuel. Comment tu es habillé, qu'est-ce que tu présentes comme image, la posture, ensuite comment tu bouges, comment tu gesticules, etc. La voix, etc., etc. On va faire le travail pratique sur moi. Il y a 3 éléments charismatiques, pour devenir charismatique, que tu vas améliorer sur moi. Qu'est-ce que ce serait ? Toi, ça va être difficile d'améliorer quelque chose déjà parce que... non, regarde. je te dis les choses, clairement. Déjà, tu te tiens bien. Je sais pas ce que tu fais comme sport, mais tu fais attention à ton physique, tu vois, ça se voit, tu as une bonne posture. Donc, tu vois, déjà, toi, tu as l'architecture de base. Okay. Ou, typiquement, un mec comme toi, on va plus le remarquer, tu vois, tout de suite. Ah ouais, c'est vrai ? Bien sûr. Alors, tu sais que moi, je suis hyper introverti, c'est-à-dire que je me cache beaucoup derrière un personnage, mais je suis hyper introverti. L'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, les mecs voient pas la différence. Un mec peut être très regardé, peut-être remarqué, mais en fait, si tu fais rien, il se passera rien. Ok, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. T'as une voix qui est assez profonde, qui est bien posée, tu sais t'en servir, tu gesticules pas dans tous les sens.
Honnêtement, en fait, toi, si tu vois, d'aventure, tu avais été un de mes clients, bah, typiquement, j'aurais dit, ok, c'est bon, nickel, viens, on va aller faire des exercices ou des choses intéressantes où on va tout de suite passer à l'action. Oui, je t'aurais t'aurais plus pas... de la confiance en soi, ce genre de choses osées, plus que... Ouais, exactement. Okay. Et tu vois, même des trucs très cons, même l'hygiène, tu vois. Donc, bon, nous, on fait un métier d'image, on est clean, tu vois, mais... Il n'y a rien à changer. Je pourrais dire éventuellement ton style, tu vois. C'est quoi ce demi-survêt? Non, mais en vrai, ton style, il est cool, tu vois. Il te va bien, tu l'as choisi, tu étais habillé à ta taille. Ok. Ah, parce que tu as carrément ça. Tu as des gens qui ne sont pas habillés à leur taille. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Évidemment. Okay. Et à contrario, du coup, est-ce que tu as eu de retrouver 2-3 points importants qui tuent le charisme, que tu as dû vraiment corriger? Tu m'as parlé des vêtements. C'est vrai que j'avoue, ça tue beaucoup dans le rapport homme-femme. Ouais. L'hygiène. Ouais, non, mais ça, c'est... En fait, si tu veux, je vais te dire un truc. J'ai bossé avec des mecs qui arrivent, ouais, moi, je veux tel type de femme. Je veux des femmes comme ci, comme ça, où ils me montrent une femme, ah, putain, cette nana, elle me plaît bien, tu vois. Mais le mec, lui, va pas faire le boulot, en fait, pour se mettre à son niveau. Typiquement, mec, t'es pas allé chez le dentiste depuis 2 ans, tu vois, t'as du jaune, t'as du noir, c'est quoi, en fait? C'est impossible que cette nana... Tu n'es pas à son niveau, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être les vêtements, ça peut être l'hygiène, ça peut être la voix également, c'est hyper important. C'est-à-dire que ta façon... Tu peux faire plein de choses avec ta voix. Mais quelqu'un qui est stressé va avoir tendance à toujours être dans une forme d'interrogation. Quand tu écoutes la personne, on ne sait pas, tu vois, s'il croit lui-même à ce qu'il dit. Il est toujours dans une recherche de validation. Ouais. Okay. Excusez-moi, je peux vous déranger ? Ouais. Ah, ça va tu vois, ils vont monter, en fait. Et en fait, quand tu poses une question, ta voix, elle monte. Est-ce que ça va ? Tu vois, tu vas vers le haut. Et en fait, c'est très con, mais en gros... Les gens vont évaluer ton degré de certitude et de confiance dans ta façon de poser tes mots. T'as énormément de détails, c'est incroyable. Ouais. Ok. Ça, c'est une phrase toute bête. J'avais envie de venir te parler. Tu vois, là, je pose moi. J'avais envie de venir te parler. Je le dis calmement, tranquillement, et ma voix, elle descend à la fin. Ouais. Parce qu'il y a un point. Ouais. C'est une certitude. J'avais envie de venir te parler. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est moins touchant. Parce que j'avoue, là, tu me l'as dit, ça m'a touché, moi. J'avais envie de venir te parler. Ouais, et ben, tu vois. Il m'a touché. Le deuxième, beaucoup moins. Alors, tu parlais tout à l'heure. Je pose mes notes parce que je rebondis à ce que tu as dit, que tu essayais de faire comprendre aux femmes qu'il y avait un chemin, un plan, entre guillemets. Voilà. Dans ces chemins, dans ces plans-là, pour les premières rencontres, tu disais, la femme, elle a peut-être bu un peu, elle a couché avec le garçon, alors que ce n'est pas forcément dans ses habitudes, ou en tout cas qu'elle n'aurait pas forcément fait de cette manière-là. Ouais. Est-ce que coucher au premier soir, ça fait partie des mythes ? Je suis complètement convaincu du contraire. Moi, je trouve que ça ne se joue pas à ça. Ouais. Mais certains pensent que coucher au premier soir, ça donne au garçon, entre guillemets, ce qu'il veut d'entrée, qu'il peut soit juger, soit se dire qu'il n'a pas besoin d'approfondir, donc de plus d'échanges pour avoir, entre guillemets, le Saint Graal de coucher avec la femme. C'est du bullshit, ça, ou pas ? Alors, si tu veux... Je suis sûr qu'il y a plein d'exemples que tu connais d'hommes qui sont en couple, très heureux, depuis des années avec leur copine, et ils ont couché le premier soir. Totalement. Exactement. Et c'est pas rare, en fait. Non. Tu le vois partout. Non. Le seul truc, c'est que quand tu couches avec quelqu'un, en fait, si tu couches le premier soir, tu ne sais pas si la personne est intéressée. Donc, en fait, ces couples-là que tu vois, qui ont marché, c'est simplement, en fait, que la nana, elle avait déjà tapé dans l'œil du mec. Elle l'avait déjà séduit. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? Blablabla, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils couchent ensemble. Et si cet homme-là n'est pas séduit, il aurait un peu tardé à la recontacter, il aurait un peu lâché l'affaire. Ouais. Donc en fait, ce sont des exemples de couples où il y avait déjà en fait attirance et connexion d'entrée de jeu. Et si je me mets du point de vue féminin, il y a des femmes en fait, elles n'ont aucun problème pour en quelques minutes ou en quelques heures montrer qui elles sont, séduire un homme, magnétiser ce mec-là, l'envoûter, etc. Elles arrivent à mettre vraiment leur personnalité en avant, elles ont certaines qualités, ce qui fait que très souvent, le mec qui est en face, boum, il est intéressé. Et couche avec lui maintenant ou pas maintenant, ça ne changera rien en fait. D'accord. Mais pourquoi en fait, moi je conseille en tout cas aux femmes d'attendre ? Parce que ça va permettre en fait 2 choses. D'abord, ça va permettre de voir comment le mec se comporte. Parce que le mec peut te dire oui, moi je suis comme ci, je suis comme ça, je suis hyper intéressé. Enfin, tu vois, il peut blablater, il peut sortir les violons. Maintenant, on va regarder comment il se comporte. Donc, les rendez-vous, comment ils ont lieu, etc. La communication entre les rendez-vous. Donc, tu vois, déjà, d'attendre quelques semaines, ça te permet d'observer ça. Mais surtout, ça te permet en tant que femme, en fait, de poser ta séduction.
Moi, j'ai des clientes, en fait, des fois, elles n'ont pas conscience de ce truc, elles se disent pas, il faut que je séduise le mec, parce que peut-être que dans leur vie, l'homme ou les hommes avec qui elles ont été, ça s'est fait naturellement. La question s'est pas posée. Mais c'est pas rare, en fait, que j'ai des clientes, elles se retrouvent face à un mec et elles se disent, waouh, ce mec, il est en dehors de ma, tu vois, de ma ligue, tu vois. C'est un mec rare, tu vois. C'est le genre de mec, que j'aimerais bien avoir, mais que d'habitude, j'arrive pas à séduire. Ouais. Et donc là, du coup, elle est dans une situation où elle va être drivée par la peur. Okay. Et quand tu es drivé par la peur, en fait, tu commences... Alors déjà, tu ne montres pas la meilleure version de toi-même. C'est plus difficile d'être séduisant quand tu as peur. Et en général, tu vas prendre des décisions qui sont motivées par cette peur. J'ai peur de ne pas revoir ce mec, donc ma décision, ça va être quoi ? Ça va être je vais coucher avec lui un peu plus longtemps que je l'ai fait avec le précédent, que lui, je l'ai bien fait galérer, tu vois. Parce que j'étais pas trop sûr, tu vois. Il me plaisait moyen, tu vois. Je voyais que ce mec-là, moi, je lui plaisais, mais lui, il me plaisait moyen. Donc, j'ai pas eu de problème d'attendre un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, voire 10 si besoin. Mais par contre, celui-là, j'ai peur de le perdre. Donc, je suis motivé par la peur, dirigé par la peur. Je vais coucher avec lui par peur de le perdre. Ok, je vois. Alors, est-ce que les hommes et les femmes cherchent quelque chose de complètement différent dans la première fois où ils couchent ensemble ? Je ne parle pas forcément du plaisir physique. Je parle de est-ce que c'est une étape importante aussi bien pour l'homme que pour la femme ? Ouais, en fait, si tu veux, je vais même te dire un truc. Dès que tu embrasses quelqu'un, en fait, pour moi, embrasser quelqu'un, c'est le début de l'intimité. Ouais. Okay, il y a un échange de fluide. Et il se passe des trucs. Tu vois, il se passe des trucs dans nos cerveaux. Il calcule en tâche de fond, tu vois. Il regarde, ok, toi, t'as ton... j'ai bien aimé ce baiser ou j'ai pas aimé ce baiser, elle embrasse bien, elle embrasse mal. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, dans ta salive, va analyser la salive de l'autre et du coup, l'ADN de l'autre, déjà pour voir s'il y a des compatibilités. En fait, nous, il résulte de quoi ? Une expérience où on se dit, ouais, j'aime bien ou j'aime pas, tu vois. On est à ce niveau de lecture. Ouais, c'était sensuel, j'ai bien aimé. Machin. Or qu'en réalité, en fait, ton corps, lui, il est déjà en train d'échanger de l'info. Okay. Donc en fait, quand on rentre dans l'intimité, déjà juste en embrassant quelqu'un, on veut vérifier s'il y a une compatibilité. Okay. Et en fait, quand on couche ensemble, c'est juste la continuité de ça. C'est en fait, oui, on veut coucher, oui, c'est excitant, machin, les deux veulent prendre du plaisir, etc., bien sûr. Mais en fait, ce que tu veux voir aussi, c'est, ok, cette personne, tu vois, tu déballes, en fait. Tu déballes le cadeau. C'est en gros, est-ce que cette personne qui me plaît, là, pour l'instant, j'ai accepté de coucher avec lui, d'être intime avec lui, est-ce que, en fait, ensuite, au lit, on va avoir une alchimie sexuelle ? Okay. Tu peux très bien, et on l'a tous vécu, je pense, dans notre vie, c'est avoir une grosse alchimie, en fait, verbale avec quelqu'un, et que ça se traduise pas au lit. C'est totalement vrai. Et en général, quand c'est comme ça fait péter un câble aux gens, en fait. Ouais. Pourquoi je peux pas avoir les deux ? Il a tout. Il ou elle est beau, il m'attire, il est intelligent, et ça matche pas au lit. C'est vrai. On veut vérifier ça. Ouais, et il y a des gens qui vont me dire, et ils ont pas tort, en fait. Il y a des femmes comme des hommes qui vont me dire, mais surtout des femmes qui vont me dire, mais moi, je veux pas continuer à faire des rendez-vous avec lui si je veux être sûr, en fait, que j'ai cette alchimie. Ah ouais. Mais je pense que quand tu embrasses quelqu'un, déjà, tu as un petit début de réponse. Ouais. Tu as un début de réponse un petit peu, on va dire, au niveau de tes sensations. Et puis après, bien sûr, quand tu es au lit, disons que moi, cette histoire d'alchimie, ça se joue pas au niveau de la performance. Ça se joue pas au niveau de combien de temps ça a duré, etc., etc. Ça se joue plutôt, c'est un niveau corporel, en fait. Tu vois, est-ce que je suis bien avec le contact physique avec l'autre, son odeur, tu vois, enfin, la façon dont on bouge tous les deux. Et parce que tout le reste, en fait, c'est toujours... ça peut évoluer, en fait. D'accord. Oui, tu as totalement raison, c'est vrai, ça peut évoluer au fur et à mesure de la relation. Est-ce que tu abordes cette partie-là quand tu rencontres des femmes, des profils différents, hommes ou femmes d'ailleurs, cette partie-là de la séduction jusqu'à la sexualité ? Est-ce que ça fait partie des choses que vous abordez ? Très souvent. C'est quoi les sujets ? Comment on séduit vraiment au lit ? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre des mots dessus, en fait. Non. Et même moi, quand j'en discute avec mes clientes, mais les femmes, elles ont une grande capacité, tu vois, elles vont avoir une certaine finesse, tu vois, elles vont capter ce que je vais dire. Mais quand tu commences à parler d'énergie, quand tu commences à parler de vibration, en fait, même si ça peut paraître flou et abstrait, parce que tu es sur un autre terrain, en fait, la plupart de mes clientes, elles vont comprendre. Et je pense que je suis pas trop mauvais dans le fait d'expliquer, tu vois, de manière imagée les choses. Donc très souvent on aborde le truc et c'est vrai que c'est un univers en soi, en fait, l'univers intime dans un couple. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner, que tu donnes en général aux hommes et aux femmes ? Un conseil pour chaque sexe. Je vais commencer par un conseil pour les femmes. En fait, si tu veux, déjà moi je mets mes clientes, je les mets vraiment tout de suite au parfum en leur disant que, en fait, oui, la première fois que tu vas coucher avec le mec, c'est hyper important, en fait. Parce que toi, derrière, tu as cette expérience,
t'en ressors plus convaincu ou moins convaincu. Donc en fait, je les invite vraiment en fait à se libérer, à s'exprimer dans ce moment-là. De pas aborder ça en se disant ouais, je couche avec lui, mais c'est ce que je vise, c'est la relation. Non, en fait, ce que tu vises, je leur dis texto ça, je dis tu veux que ce mec-là, il ait la meilleure expérience qu'il ait jamais eue au lit de sa vie. Tu veux que quand il reparte, le mec, il textote tous ses potes en disant les gars, c'est dingue. Les gars, c'est dingue. et totalement indépendamment, parce que souvent mes clientes, elles réfléchissent trop en termes d'apparence. Ah, cette nana, elle est belle. Tous les mecs, elle séduit tous les mecs. Ouais, je comprends pas comment ce mec-là, il a pu tromper cette nana parce qu'elle est si belle. Elles réfléchissent en termes d'apparence. Je dis non. On va réfléchir en fait en termes d'émotions ressenties. Qu'est-ce que je fais ressentir à ce mec-là ? Et donc, il y a plein de trucs qui peuvent être faits. Tu vois, typiquement, il y a un art qui se développe, qui se travaille, mais qui a tendance aussi à se perdre. En fait, c'est comment j'arrive à réguler le plaisir masculin. C'est très simple à expliquer, mais tu vois, je vais expliquer à mes clientes. Tu vois, ce mec-là qui est avec toi, il va avoir un orgasme à un moment donné. Une fois qu'il a eu son orgasme, en fait, la pression quelque part chez lui, elle retombe. Il y a une période de réfractaire où, en gros, il va rien se passer dans les minutes qui vont suivre. Mais en fait, il faut que tu comprennes que son plaisir, en fait, il monte, il descend, il monte. Et en fait, toi, tu as complètement la main sur cette intensité-là, en fait. Donc, en gros, dans les préliminaires que tu vas faire, dans les caresses que tu vas faire, comment est-ce que je peux faire monter ce mec très, 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 très haut dans le plaisir, le garder le plus longtemps possible là-dedans, redescendre un petit peu, tu vois, jouer avec son excitation. Et en fait, on est déjà en train de se dire, tiens, de par ce que je fais, en fait, je provoque des émotions à cette personne. Et d'ailleurs, on va retourner la chose dans l'autre sens pour les mecs, mais les mecs, à un moment donné, quand on a 15, 16, 17 ans, on se pose tous la question, tu vois, dans les préliminaires, ok, comment je vais faire, comment je vais provoquer du plaisir chez cette nana, comment je vais la faire jouir, etc., comment je la touche, etc., etc. C'est des questions que beaucoup de mecs se posent. Et ouais, c'est hyper important. Mais ça, c'est le conseil que tu donnes aux filles du coup qui viennent te voir. Ouais, pour les filles, c'est un conseil, tu vois, parce que en fait, après moi, quand j'ai des clientes, je dialogue avec elles. Tout le monde est différent, donc en fait, je vais pas donner le même conseil à tout le monde. Mais c'est un aspect en fait qu'on va aborder, et aussi un aspect aussi de dire, essaye de laisser complètement ta personnalité s'exprimer dans la sexualité. C'est-à-dire que tu veux rentrer en confiance dedans, justement, tout l'intérêt d'attendre en fait. Enfin, tout l'intérêt d'attendre dans la mesure où si tu es motivé par la peur que tu couches avec le mec tout de suite, que tu le connais pas, forcément que tu n'es pas en méga confiance. Or, si tu l'as vu 3-4 fois, que tu sais qu'il est intéressé, ça peut t'enlever du stress. Tu as de l'info, ça t'enlève du stress, tu as une connexion avec lui, et tu vas plus pouvoir être toi-même, tu vois. D'accord. Tu vas plus pouvoir t'exprimer, tu vas plus pouvoir être audacieuse, confiante, etc. etc. Le fait quand un homme il est face à une femme qui est très confiante dans sa sexualité, c'est renversant en fait pour le mec. Ah ouais. Ça change complètement la vision de la chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'un qui doit montrer ou guider l'autre. On est vraiment sur un pied d'égalité qui change complètement la lecture des choses. Mais c'est vrai que, paradoxalement, beaucoup de femmes, dans ce qu'elles me racontent en tout cas, se retiennent de montrer entre guillemets, pas talent, mais en tout cas de montrer ce qu'elles aiment, se lâcher complètement par peur d'être jugées. Elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de le faire fuir. Alors qu'au contraire, un homme, je pense, qui voit une femme qui se lâche, s'éclate, vraiment, puis c'est le mot, c'est s'éclater. Plus il ressent des émotions fortes, plus il va se dire je caricature, mais plus il va se dire c'est la femme de ma vie. Bien sûr. Jamais une femme. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Et pour un homme, parce que j'allais enchaîner maintenant, pour un homme. Pour un homme, en fait, c'est de travailler en fait sur davantage sur le cadre en fait. Tu vois, les mecs en fait, souvent ils sont assez binaires, tu vois, en mode ok, bon, boum boum, on s'embrasse, tac tac tac, préliminaire machin. Mais c'est en fait d'essayer de lui faire comprendre que toute l'expérience, en fait, elle va vivre l'expérience à 360 degrés. Tu vois, ce qui se passe dans la pièce, le son, comment ça sent, qu'est-ce que tu vas dire, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire. C'est hyper excitant, tu vois, de dire des trucs dans l'oreille d'une nana quand tu couches avec elle. Donc c'est des trucs sur lesquels les mecs feraient bien de travailler plutôt que les mecs, ils sont souvent assez dans une logique en mode ok, bon, où est le clitoris, ok, c'est là, tac tac, je touche 15 secondes comme ça, ensuite je fais ça, je mets le doigt là, 15 degrés, truc. Non, en fait, oublie, tu vois. Essaye de plutôt d'embrasser l'expérience de manière générale et de lui faire ressentir un maximum de trucs. Tu vois, si tu es là à te concentrer avec tes deux mains, tes deux yeux, ta langue sur un point précis, en fait, la femme qui est qui est avec toi, en fait, elle va ressentir tous les contacts physiques que tu vas avoir avec elle. Donc c'est de prendre tout ton corps comme un... Tu vois, essaye de t'exprimer avec tout ton corps, en fait. Où est-ce que je mets cette main, où est-ce que je la tiens, comment je la tiens, etc. Tu vois. Et les mecs sont pas très sensibles à ça, tu vois. Comment je tiens quelqu'un, la pression que j'exerce, ce que je dis dans l'oreille, tous les trucs périphériques, en fait.
qui compte tellement pour en plus une mais femme. qui compte tellement parce que tu vois, tu crées une ambiance en fait, tu crées un rythme. Sûr, tu vois, bien sûr. Être un peu plus subtil, c'est le mot d'ordre de toute façon chez les mecs en général, c'est souvent c'est ça. Ouais. Bon, je te propose un petit exercice. Vas-y si tu veux. C'est en gros une séquence que je vais appeler mythe ou réalité. Il y a beaucoup de on-dit, puis on en a abordé pas mal là tous les deux déjà. Je te les liste. Tu me dis si c'est du bullshit ou pas. Ouais. D'accord. Si une femme n'arrête pas de se caresser les cheveux en l'aborder, que tu lui parlais, est-ce que c'est un signe que tu lui plais? Tu m'as déjà répondu. Ça peut être vrai. Faut pas se réduire à ça, c'est pas forcément 100% des cas. cas. C'est pas du bullshit. Ouais. C'est-à-dire qu'une femme qui est intéressée par un homme, à qui elle a déjà commencé à parler et tout machin, bah, elle va montrer son intérêt de par sa gestuelle, de par, tu vois, elle va se rapprocher de lui, elle va se tourner vers lui, elle va peut-être davantage humecter, enfin tu vois, comment on dit, humecter ses lèvres. Et, tu vois, elle va être dans une gestuelle centrée sur son visage, sur son corps, dans l'autocontact. Donc oui, c'est vrai, tu vois. Ouais. Maintenant, après, faut pas que les mecs se disent cette nana, elle s'est touchée 3 fois les cheveux. C'est moi qui faut regarder un faisceau d'indices. Tu vois. Subtilité, les gars. Subtilité. Faut regarder l'ensemble. Ouais, d'accord. En tout cas, tu disais que ça traduit surtout des émotions qui génèrent des gestes sexuels, n'importe quoi, des gestes qui veulent compenser en tout cas les émotions qui sont ressenties, comme la sécheresse de la gorge. On boit, se toucher les cheveux, c'est pour voilà. D'ailleurs, les gens analysent beaucoup ça sur Internet quand tu veux regarder les gens qui mentent ou les gens qui sont mal à l'aise. Bah, en fait, c'est ce que les détecteurs de mensonges font, c'est ça en fait. Ils détectent une forme d'incohérence et de malaise. Tout comme quelqu'un qui est dérangé par une question va faire ça, tu vois. Il y a un truc aussi de taper des pieds, bouger un petit peu, d'accord. Le eye contact. Ouais. Est-ce que c'est forcément un signe positif d'attraction ou pas quand un homme ou une femme, d'ailleurs, des deux côtés, insiste un petit peu au niveau du regard? Si c'est un regard balayant, tu vois, comme ça, tu balayes, machin, tu tombes sur quelqu'un, tu as un échange de contact, tu as un contact visuel assez court. Mais bon, ça, c'est du hasard. C'est je regardais là comme j'aurais pu regarder la plante derrière, tu vois. Ouais. Maintenant, si tu as un contact répété, c'est un langage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc intentionnel. Les yeux, on pourrait dire que tes yeux, c'est des mains, un bras avec une main. Et tu choisis ce que tu fais avec. Si tu regardes une personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bah, tu es en train de communiquer avec cette personne. Enfin, tu essayes de communiquer avec cette personne. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire « viens ». Parce que tu me disais tout à l'heure, quand tu parlais de moi, tu m'as dit tu rentres dans une pièce, on te regarde. Tu sais, on te voit en tout cas. Pas on te regarde, mais on te voit. Moi, j'ai ressenti déjà des tenues vestimentaires, des robes, même un charisme général d'une personne qui attire le regard, sans forcément que la personne, physiquement parlant, me plaise tant que ça, mais elle attire le regard. Je la regarde un peu malgré moi. Est-ce que, quand je fais ça, j'invite cette personne à venir ou pas? Déjà, elle viendra pas. Si tu parles si tu es dans un cadre où tu veux attirer une femme à toi, c'est assez improbable qu'elle se déplace, tu vois. C'est vrai. Juste parce que tu l'as regardée. La salle pour non. On est plutôt, c'est assez archaïque ce que je dis là, mais ça reste néanmoins vrai, tu vois. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'attente de l'inverse. D'ailleurs, les femmes se plaignent beaucoup que les hommes ne le fassent pas assez. J'ai beaucoup de femmes qui me disent les mecs abordent pas ou n'abordent plus, tu vois. Et ça, pour toi, le MeToo, c'est une fausse excuse. Ça a forcément eu un impact, bien sûr, mais je pense que, tu vois, pour travailler quand même avec des mecs, quand t'as un mec, il y a une femme qui lui plaît, tu vois, t'es dans un lieu de vie, t'es dans un coworking, n'importe quoi, il y a une femme qui lui plaît, il va la regarder. Il va la regarder et il va tout de suite se dire, ok, comment je peux influencer en fait sur la situation pour essayer de créer un rapprochement. Donc, il va utiliser tous les moyens qu'il a en son pouvoir. Donc, il va peut-être se rapprocher d'elle, il va peut-être demander un truc, un service, il va peut-être, tu vois, il va essayer de faire des trucs en fait. Une interaction. Même s'il fait pas une interaction, tu vois, directe et frontale, en disant, je voulais venir te parler. Okay. Même si, tu vois, il tourne un peu autour du pot, il va trouver le moyen, tu vois. D'accord. Un homme que tu fréquentes ne te contacte qu'après 21h, si tu es une femme. Est-ce que forcément, ça veut dire qu'il veut juste coucher avec toi et que c'est pas profond? C'est surtout que, moi j'aurais plutôt tendance à dire, c'est que cet homme est très occupé. J'interrogerais son agenda en fait. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il ne peut pas écrire à ce moment-là? Quand quelqu'un te plaît, tu ne penses pas à la personne à heure fixe à 22-23 heures. Tu vois. Non. De la même manière qu'on pourrait... Tiens, ça c'est intéressant parce que les femmes elles se posent la question, comment savoir si cet homme il est marié, si c'est machin, s'il n'a pas de vie et tout. Un mec en fait qui n'est jamais disponible le soir pour communiquer, très suspect. C'est un indicateur. Tu vois, la journée, il bosse plus. La journée, ça répond. Tu vois, ça répond du tac au tac. Et comme par magie, 19h30, boum, il passe dans un tunnel. Et il ressort le lendemain matin à 8h. Donc, disons que si le mec pense à une femme à heure fixe et que c'est plutôt le soir, je dirais qu'il y a un souci. En fait, le souci, c'est que si elle lui a écrit, je sais pas, à 11h et que le mec il va répondre à 21h, il y a un truc qui va pas en fait. D'accord.
Sauf si, évidemment, le mec bosse dans une boîte de nuit et que c'est un DJ, il est moins disponible. Oui, non, mais après, ça, tu le sais, t'as l'info. Ouais. Si tu sais que le mec, il fait sa nuit de midi à 20h, ouais, bien sûr. Bon, il va pas répondre de midi à 20h. Quoi. Amitié homme-femme. C'est un débat éternel, ça. On a traversé les générations. Ouais. T'as encore des podcasts aujourd'hui jamais sur la ça. réponse. Non. Toi, ta vision sur ça, c'est quoi? Parce qu'on va pas dire que c'est un non catégorique ou un oui catégorique. Ça dépend beaucoup de choses. Mais si tu dois faire une espèce de majorité, est-ce que tu encouragerais à ça ou est-ce qu'au contraire, tu te dis éviter? J'encouragerais, mais à 100%. Que ce soit les femmes ou les hommes, en fait, je trouve que tu gagnes énormément à avoir quand t'es un mec, à avoir des potes femmes et vice versa. Ne serait-ce que pour, tu vois, justement, quand t'es un mec, t'approprier un petit peu de cette sensibilité qui va devenir un atout majeur et qui va te rendre beaucoup plus intéressant et attractif. Ouais, et même pour tous tes problèmes, en fait. T'as besoin de communiquer avec quelqu'un, t'as besoin de vider ton sac. C'est intéressant d'avoir... Moi, une des raisons pour laquelle mes clientes me font confiance, c'est parce que je suis un mec, en fait. Elles n'ont pas envie qu'une femme leur dise... Tu vois, elles viennent me voir parce qu'elles disent bon, lui c'est un mec, il a travaillé avec plein de mecs, il connaît le sujet, tu vois, il va pouvoir me donner l'envers du décor. C'est exactement ce que je fais. Donc moi j'invite vraiment les gens à travailler ça, à se créer des amitiés et tout type d'amitié, même dans les gens que tu fréquentes, plus ton cercle social il est diversifié avec des gens qui font des trucs un peu différents, d'âge un peu différents, bah, c'est hyper enrichissant. Totalement d'accord avec ça. Coach en séduction sont de bons dragueurs, les plus gros. Non, vrai ou faux? Je pense pas, faux. C'est vrai, c'est faux? Ouais, faux. Ok. Les femmes sont attirées par les bad boys. Disons que... oui, c'est vrai. Ouais, ça a tendance à être vrai. Tu vois que tu mets un mec gentil, tu mets un mec trop gentil et tu mets un mec trop bad boy, trop vénère côte à côte, forcément que le mec un peu plus dangereux va être plus attirant. Ok. C'est un peu paradoxal quand même tout ça. Parce Ouais. qu'elle veut de la sécurité et en même temps... En plus, un mec gentil... Alors, c'est vrai, ça peut être niais un peu d'être trop gentil, mais il va être attentionné, il va faire attention à toi, il va faire attention à ton bien-être, ce genre de choses. Le bad boy, c'est un peu l'inverse, dans la caricature évidemment, mais elles vont quand même vers lui. Ouais, parce que y a un truc challengeant. Il y a un truc challengeant avec ce mec qui est déjà dans un jeu de séduction en fait. Tu vois déjà un bad boy. En fait, quand on dit bad boy, c'est un peu flou comme terme. Mais tu vois un mec qui maîtrise, on va dire, sa communication et sa séduction. Parce que quand tu imagines un bad boy en fait, visuellement, je pense que tous les gens qui nous écoutent, ils ont déjà une image en tête. Tu sens que le mec, il a une posture, il a une attitude. Il est déjà en fait en train d'utiliser son image pour provoquer des émotions, etc. Donc ça, c'est plus attractif, tu vois. Qu'un mec qui est gentil, qui s'exprime pas, qui a pas de personnalité, on va moins le regarder, tu vois. C'est vrai. Mais du coup, ça quand même complexifie pas mal les choses. Tu parlais tout à l'heure de s'il vous a pas recontacté dans les 3-4 jours, c'est que l'intérêt, il est pas dingue. Ouais. Mais le bad boy, je dis bad boy, c'est peut-être pas le bon terme, bad boy, comme tu dis, c'est pas le bon terme. Mais il peut jouer avec ça. D'ailleurs, à l'inverse, ça fait partie des questions que j'ai. Les hommes sont attirés par les femmes distantes. Une fille qui te calcule pas, t'auras envie d'y aller. Ouais, mais tu vois, quand les gens sont intéressés, quand t'es intéressé, toi ou la personne en face, en général, tu joues pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'intérêt, c'est l'intérêt qui détermine tes actions. Et ton intérêt, en fait, va toujours s'exprimer. D'accord. Typiquement, je vais te donner un exemple très simple. Y a un rendez-vous qui est prévu et le mec l'annule 1 heure avant, 2 heures avant, avec une excuse, une trop bonne excuse, tu vois. Ouais, il y a ma grand-mère qui est sur son lit de mort, machin, tu vois. C'est toujours des bonnes excuses d'ailleurs. Mais en fait, quand un mec est intéressé, il va pas annuler un rendez-vous 2 heures avant. Non. Tu vois ce que je veux dire? Alors, même s'il peut être dans des postures, en fait, il ne faut pas confondre les actions de quelqu'un et le jeu de séduction. Pour moi, c'est deux choses distinctes. Quand tu es face à face, une fois que tu es face à face, en fait, c'est une danse, en fait. Donc, chacun a sa manière de séduire. Il y a des mecs qui vont être très dans le je laisse penser que je ne suis pas intéressé, ou des femmes qui vont faire ça. Mais ça, on est dans de la surface, en fait. Moi, je regarde vraiment les actions de fond, en fait. La communication, les rendez-vous, est-ce que la personne, elle t'anticipe ou pas. D'accord. Et ça, c'est difficile de jouer contre ton camp, de jouer contre ton intérêt. Donc le côté femme distante, si tu grattes un peu en profondeur, tu ne le retrouveras pas. Ça, c'est très superficiel. Et en fait, si elle est intéressée, pardon. En fait, une femme va souvent être plutôt dans une posture... En fait, il y a quand même des rôles. Tu vois, une femme, elle va souvent plutôt être dans une posture un peu plus distante, un peu plus en retrait, tu vois. Et regarder, laisser le mec avancer vers elle et laisser proposer. Observer un peu ce qu'il va faire. Et ça, c'est une posture en fait qui est assez intéressante pour les femmes. C'est pas une posture de faiblesse. Il y a des femmes qui disent oui, non, pas du tout. C'est pas une posture de j'attends et je vois ce qui se passe et je subis. Non, pas du tout. En fait, c'est montre-moi ce que tu as à me proposer et après je te dirai oui ou je te dirai non, tu vois. Et elles mettent le mec
en action. Elles le font marcher, venir vers... Aujourd'hui, les gens, ils disent sur les réseaux sociaux, c'est assez récent, mais on dit oui, je mets le mec dans son énergie masculine. Ça veut dire quoi ça? Je le mets dans une posture où en fait, c'est pas lui qui attend, il est pas dans une posture du coup que les gens qualifient de féminine. Moi, je suis pas forcément ok avec ces termes, mais où le mec fait rien et que c'est la nana qui va vers lui. Non, elle met le gars dans une posture, elle veut voir que cet homme s'investit. D'accord, j'ai compris. Qui passe à l'action. J'ai compris. Est-ce qu'on peut être séduire? Est-ce qu'on peut séduire en étant moche? Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, la mocheté, enfin, je dirais que tu vois, et c'est pas inintéressant la mocheté. Enfin, en fait, des gens qui ont un visage atypique, il y en a plein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment il s'appelle l'acteur de la série Shameless qui a joué dans The Beast? Jimmy Allen White. Ouais, je vois. On peut pas dire qu'il est beau. Non. Non, tu le mets dans une salle comme ça, dans une soirée normale. Il a une tête atypique. Ouais. Est-ce que il est, enfin, je pense qu'il est quand même séduisant, tu vois. C'est compensable par tout ce que tu vas faire. Ouais. Le charisme. D'ailleurs, les mecs qui sont charismatiques et attirants, mais qui sont moches, tu les oublies jamais en fait. Tu vois, la laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'on s'en rappelle. Je crois que c'est une phrase de Serge Gainsbourg. Ouais, elle est belle cette phrase. Et en fait, tu vois souvent des mecs qui n'ont pas une grande beauté, mais qui ont un visage laid mais atypique. Mais du coup, ils ont fait tout un truc où en gros autour, ils ont un style, ils ont vraiment une personnalité, une identité, un style, des compétences. Tu retrouves des mecs dans des métiers, tu vois, des métiers manuels ou des machins, ils vont faire des trucs en fait. Ils se sont pas embarrassés enfin, ils n'ont pas perçu ça en fait comme quelque chose qui allait les freiner. Ils ont développé le reste en fait. Ouais. Là où souvent tu as des mecs qui sont beaux mais qui vont être du coup de cette facilité fait qu'ils n'ont pas besoin de développer autre chose. Et ça c'est dommage. Bah oui, c'est dommage pour eux, c'est dommage bah pour oui, eux. C'est parce dommage que du coup, pour ça eux. les rend un peu lisses. Bah oui. Et une fois que t'as, oui, il est beau, ok, cool. Voilà, bah, c'est un tu peu t'es triste. habitué. C'est un peu tristoun. Les femmes sont moins exigeantes physiquement que les hommes. Oula, faux. Alors, je m'explique. Ok, je m'explique parce que ça fait partie des questions qu'on a eues dans la rédac. Ouais. Une femme, on entend très souvent des femmes dire voilà, un petit bidon, c'est bon, je trouve ça mignon. Okay. Alors que les mecs, c'est beaucoup plus strict. Mais c'est sur le papier, hein, je te parle. Ouais. Mais c'est beaucoup plus strict. A contrario, les femmes sont très dures envers elles-mêmes physiquement, là où les mecs se laissent pas mal de passe-droit. Voilà. Non, mais c'est marrant ce truc de petit bidon parce qu'en fait, je pense que les mecs ont en tête l'idée qu'il faut absolument être stock, tu vois, shred, et il faut vraiment, aller à la salle, tu vois, 5 fois par semaine. C'est vrai. C'est évidemment que c'est un asset, tu vois, si tu as un beau physique, mais c'est valable que jusqu'à un certain point. Et tu vois, typiquement, le petit bidon, 3/4 des meufs, elles s'en foutent en fait. Elles choisissent pas le mec sur le critère, lui, il a pas de six-pack, je le prends pas. Parce qu'elles regardent l'ensemble, tu vois. Elles vont regarder. Donc oui, les femmes sont très exigeantes. Moi, des fois, je dois faire accepter à des clientes que, en fait, là, le degré d'exigence que tu as mis sur tes rencontres fait que tu n'arriveras pas à rencontrer un mec. Mais tu parles physique ou tu parles au global. Au global, mais le physique rentre en compte aussi. Okay. Mais les nanas, elles vont plus sur un truc sur la taille, tu vois, les traits du visage. Oui. Visage plus taille, c'est le truc. Oui, plus que sur ce qui est en dessous du t-shirt. Ouais. Si le mec, il peut... elles se disent... À partir de là, si ça leur plaît, il pourra toujours aller à la salle, je pourrais toujours le mettre au sport. Faut pas que le mec soit en surpoids non plus. Elle voit un projet. Moi, ma femme me dit souvent ça, qu'elle voit un projet. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré ma femme, niveau coiffure, apparence et tout, j'ai rien à voir. Tu sais, j'étais dans la mode des défrisages, machin, bref, truc horrible. Ouais. Et ma femme, elle m'a dit aujourd'hui, alors que je l'ai séduit comme ça à l'époque, hein, elle me dit non, mais je voyais un projet. Je savais très bien que j'allais lui couper les cheveux. Elle nous améliore, les femmes, on va pas se mentir. Mais c'est vrai. Elle nous optimise, elle nous améliore. Et c'est pour ça que quand t'as vraiment amélioré un mec, faut le garder pour toi après. C'est ça. Elle me dit en plus, ce qui est dégueulasse, c'est qu'après on le perd et que c'est une autre qui profite. C'est vrai qu'elle dit ça. Mais tu vois, je rebondis très rapidement sur le truc que tu disais tout à l'heure avec le bad boy, tu vois. Une femme en fait qui voit un bad boy. Il y a aussi ce côté de projet, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu la même mentalité. C'est-à-dire que ce mec-là qui a l'air hyper exigeant ou hyper difficile à attraper, si moi je l'attrape, tu vois, ça veut dire que vraiment, tu vois, je l'ai changé, tu vois. Il est devenu ce que je voulais pour moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les femmes sont plus complexes que les hommes en matière de séduction. Vrai ou faux? Ouais, vrai. Ok. Ça va avec ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, tes clients. Si on complimente trop une fille, va-t-elle nous friendzoner? En fait, le compliment, c'est comme le Nutella, faut doser, quoi.
faut doser. Tu veux en mettre... Disons, je vais donner un ordre d'idée, un compliment vraiment sincère, bien pensé par rendez-vous. Ah ouais, par rendez-vous? Ouais, un par rendez-vous. Okay. Sinon, ça commence à devenir... Pour la personne en face, ça commence à devenir écœurant. Et même, tu bouleverses un peu le truc. Tu bouleverses le jeu de séduction, en fait. Si tu fais 3-4 compliments d'affilée, ok, c'est obvious, tu vois. Merci, tu vois. On donne même plus réellement la bonne valeur aux compliments que Ouais, et d'ailleurs, en fait, souvent, quand tu te retrouves dans cette posture à vouloir en faire beaucoup, c'est qu'en fait, la personne en face ne te renvoie pas assez de feedback qu'elle passe un bon moment ou qu'elle est séduite. Et donc, en fait, toi, tu dis, ok, je vais envoyer la sauce. Ok. Tu vois. Ok. Donc, en fait, quand tu as quelqu'un en face qui te renvoie des signes d'intérêt, ça te rassure, en fait. Tu ne te sens pas obligé de surcomplimenter. D'accord. Donc, ok, d'accord, je comprends très bien la logique. Mais est-ce que c'est un conseil que tu donnes aussi en couple ? Quand on est dans la séduction de sa femme, parce que moi je suis un mec, je donne beaucoup de compliments à femme, mais même à des hommes, c'est-à-dire que moi, un homme qui vient, je le trouve bien habillé. T'es beau aujourd'hui. Ouais, mais après tu rentres dans un autre enjeu en fait. L'enjeu de la séduction, c'est de se rapprocher de quelqu'un, de devenir intime, ou d'un point de vue féminin, d'avoir une relation. Ok, cool. Mais une fois que tu es en relation, les compliments, c'est dans ton langage de ton couple, et en gros, ça sert en fait à maintenir en fait ton couple et à faire en sorte que on s'y sente bien, etc., qu'il y ait des émotions positives. Le compliment est le même, mais la destination n'est pas la même. Ok. Donc, je dirais qu'en couple, c'est pas un problème, tu vois. Non. Ouais. En tout cas, c'est un bon problème. Si c'en est un, c'est un très bon problème. Ouais. L'homme doit-il toujours payer au premier rendez-vous ? Moi, je considère que c'est la personne qui invite qui paye. D'accord ? Si moi, je t'invite à boire un verre, je vais pas te faire payer, en fait. Je te dis, viens, on va boire un verre, je choisis le lieu, je choisis le moment, je t'invite, donc je paye. Okay. Partant de cette logique, vu que c'est en général le mec qui va faire le move du premier rendez-vous, c'est tout à fait logique qu'il invite. Mais moi, je suis j'explique à mes clientes qu'il faut une réciprocité à un moment donné. Parce que le mec qui va raquer tous les rendez-vous, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, avec souvent un petit effet crescendo, parce que tu vas pas aller boire un café 5 fois. Non. Un café, un verre, un resto, je sais pas, un match de football dans les loges, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, ça va crescendo. Donc à un moment donné, un mec qui lui a l'impression de donner, il a l'impression de se faire saigner quelque part. Ouais. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, il y ait un équilibre. Mais il faut envoyer l'ascenseur au bon moment et de la bonne manière. Oui, parce que, alors, ce qui est un peu troublant avec le message qu'on est en train de donner là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent parfois obligées de lâcher le petit bisou à la fin ou de même aller jusqu'à coucher parce que le mec a investi beaucoup dans le rendez-vous. Et ça, je trouve que c'est une mauvaise lecture des choses. En fait. C'est pas j'embrasse pas le mec parce qu'il m'a invité. En fait, c'est le mec, il a voulu passer un moment avec toi, il a choisi le lieu, tu vois, il a choisi d'aller dans un lieu à la mesure de ses moyens, il invite, il avait envie de te faire vivre ce moment, il te fait ce cadeau, il t'invite, cool. Tu n'es pas du tout tenu de l'embrasser, de le suivre, etc. Par contre, toi, vu que tu as bien apprécié ce mec, etc., et que maintenant on va se fréquenter, tu vas également lui proposer un rendez-vous. À un moment donné. Tu vas le faire kiffer à un moment donné. À ta manière, tu vois. Bien sûr. Mais, Okay. Mais c'est important. Est-ce que les rendez-vous en journée marquent plus les femmes que les rendez-vous en soirée ? Non, pas forcément. Ça va plutôt dépendre de ce qui se passe dans le rendez-vous. Mais les rendez-vous en journée peuvent être très intéressants. Ouais. Moi, je suis plus team rendez-vous en journée, j'avoue. Ouais, mais de toute façon, les gens, on est dans une démarche où ces dernières années, les gens veulent moins sortir. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, c'est ça. Il y a même des concepts de DJ dans un coffee shop. Ouais, c'est vrai. De se rencontrer dans le running club. Ou de se rencontrer dans le club tout court. Ouais. Mais tu peux faire des très bons rendez-vous en journée. Tu peux faire des trucs... tu as des expériences que tu peux pas avoir en soirée, en fait. Je sais pas, tu vas aller à la fête foraine, non, c'est un mauvais exemple, parce que tu peux y aller le soir, mais il y a plein de trucs que tu peux... des activités sympas qu'on peut faire à deux. Ou même juste deux personnes qui vont se rencontrer pour la première fois, qui ont parlé sur une appli. C'est pas du tout idiot de se rencontrer samedi 11h, samedi 15h. Pourquoi pas, c'est vrai. Les mecs gentils n'attirent pas les femmes. Faux. Ils sont... Ouais, c'est une généralité qui est vraie, en fait. C'est vrai, tu dirais non, mais tu peux... disons que, de manière générale, la gentillesse n'est pas un critère très valorisé par les femmes. Il y en a plein des mecs gentils sur les applis qui sont pas choisis. C'est vrai. Oh, beaucoup, oui. C'est vrai, beaucoup. Non. Après l'appli, il y a ce truc où en fait, tu dois choisir sur les photos. Tu choisis, même pas tu choisis sur le physique ou le charisme de la personne, tu choisis sur les photos que la personne a mises. Okay. Il y a beaucoup de mecs qui se font évincer. Et la majorité des femmes va se concentrer sur un petit pourcentage de mecs. C'est tout à fait vrai. Ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. Oui, c'est vrai, il y a des datas qui confirment ça. Mais je mets la gentillesse dans le lot parce qu'en fait, la gentillesse en soi, c'est pas un truc où une nana se dit « je suis rassurée avec ce mec-là ».
Pas rassurant, un mec gentil. En fait, quand je dis gentil, en fait, oui, il faut que le mec soit gentil avec elle. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je te connais, je t'apprécie, je te valorise, donc je me comporte bien avec toi, je suis gentil avec toi. Maintenant, s'il est gentil à 360 degrés, c'est un truc qui fait que tu te sens pas trop en sécurité avec ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. T'es quelqu'un, on peut lui marcher sur les pieds, il a pas de structure. Enfin, alors, faut qu'on fasse attention parce que quand on dit ouais gentil, c'est un mot valise, tu vois. Moi, je suis gentil, j'aide la vieille dame à traverser. Ok, cool, tu vois. Ça peut te faire marquer des points, tu vois. C'est vrai, ça fait marquer des points encore. Mais quand on dit les mecs gentils, ce qu'on veut dire en fait, c'est les mecs trop gentils. Ouais. Oui, c'est vrai. On parlait des compliments. Parce qu'un mec équilibré, qui est respectueux mais qui se fait respecter, très bien en fait. Ouais. Il peut être gentil ce mec-là. D'accord. La galanterie, c'est plus un atout de séduction aujourd'hui. Vrai ou faux? Ouais, je dirais vrai parce qu'en fait tu peux vite. Il y a un truc où c'est des codes en fait, et c'est des codes qui sont un peu passés, qui te font un peu passer pour un blaireau assez vite, tu vois. Donc tenir une porte. Faut être capable de doser, tu vois. C'est pareil, c'est comme le parfum en fait. C'est entre vider la bouteille et mettre de pchit, tu vois, aux bons endroits. Donc le mec qui va dire et je te tiens la porte et je te fais des salamailles avec des machins, des trucs et je te tire la chaise. Tu vois, au bout d'un moment, c'était sympa la fois où il a tenu la porte. Mais ça commence à devenir un peu cringe, peu... D'accord. Donc faut choisir. C'est pareil, tu disais un compliment. Ouais, mais disons que la galanterie en soi c'est pas une manière de séduire. C'est pas un atout de séduction. Non, voilà, exactement. C'est pas un outil même de séduction. C'est pas une technique. Ah, je vais être galant, donc je vais séduire. Non, en fait. D'accord. Jeu des red flags. T'es prêt? Tu me dis, si c'est pourri, on vire. Ça va très vite. Il ne me répond pas pendant plusieurs heures alors qu'il est le connecté et met des stories. Non, c'est pas un red flag. Maintenant, je passerai plusieurs heures, tu vois, il faut être précis. Il m'a pas répondu on va dire dans la journée ouverte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. D'accord, ça va avec ce que tu me disais tout à l'heure, le mec, bref. Il décline régulièrement une proposition de rendez-vous sans jamais me proposer une alternative. Ouais, ça dégage. Ça, c'est un red flag. Ça dégage. Il ne me présente pas, il ou elle d'ailleurs, excusez-moi, je le lis pas à chaque fois, il ou elle ne me présente pas à ses amis, sa famille, après plusieurs mois de relation. Ouais, non, ça c'est problématique. Mais je vais même te dire, faut voir les amis avant d'être en relation. Ah ouais? Ouais. C'est un marqueur. Ah bah tiens, tout à l'heure tu me demandais les signes d'intérêt. Disons qu'en fait, à chaque moment, tu as des checkpoints un peu. Tu vois. J'ai dit 72 heures, 3 jours, le mec t'aura proposé un rendez-vous. C'était tout au début. Mais en fait, un mec que tu fréquentes depuis plusieurs semaines, 7, 8, 9 semaines, s'il est intéressé, il va vouloir te présenter du monde de son cercle social. Oui, s'il est intéressé, fier. Pas de sa famille, peut-être pas tout de suite. En fait, souvent, ce qui se passe quand un mec est intéressé, c'est que la présentation aux amis n'est pas du tout un problème, elle est même voulue avant d'être en couple, dans les 2-3 premiers mois. Et la présentation à la famille ne tarde pas trop derrière non plus. Ok, important ça. Dans la première année, quoi. Elle me parle régulièrement de ses ex ou te compare à ses ex. Ça, c'est pas forcément... Quand on dit red flag, pour moi, ça veut dire, ok, c'est mort. Cette personne dégage, en fait, parce que cette personne n'est pas assez intéressée ou n'est pas bonne pour toi. Maintenant, des gens vont le faire de manière inconsciente, sans se rendre compte que c'est désagréable, tu vois. Donc, à voir. Moi, je serais souple là-dessus. Fais une remarque avec humour. Si elle n'est pas compris, fais une remarque sans humour. Et là, si le mec n'ajuste pas ou la nana n'ajuste pas, casse-toi. Ok, d'accord. Il ne parle jamais de ses émotions et évite toute forme de vulnérabilité. C'est pas un red flag, mais c'est un truc qui peut être travaillé, ça. Mais faut montrer un peu de vulnérabilité. Non, mais c'est pas un red flag si tu veux quelqu'un qui a du mal à accéder. Tu vois ce que je veux dire? C'est un langage que t'as pas. Tu vois, c'est un langage que t'as pas. Moi, je sais pas parler chinois, tu vois, ou italien non plus. Ça s'apprend, tu vois. C'est un truc qui va s'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ça dans le couple, en fait, avec une personne en tout cas en particulier. D'accord. Elle sort tous les soirs alors que vous êtes ensemble. On est en couple, mais il sort tout le temps. Est-ce que c'est un problème, ça? En fait, il y a un truc simple, c'est que quand tu es avec quelqu'un, dans le couple, c'est pas une obligation du couple, mais c'est en fait, je t'ai choisi ou tu m'as choisi, c'est je vais t'accorder une bonne partie de mon temps. Si en fait, tu te mets avec quelqu'un et tu te rends compte que la personne, en fait, elle a sécurisé le fait d'être en couple et que maintenant, elle va explorer un peu partout et qu'elle t'accorde pas du temps de qualité, bah non, en fait, c'était pas un couple, ça. C'est une colocation. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que ça arrive souvent, ça j'entends ça. Les filles qui sont en colocation, c'est-à-dire que même il n'y a même plus de rapport pendant une longue durée. Le fait d'habiter ensemble, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, on passe dans un mode où quand tu te fréquentes,
tu es concentré sur un date, Ouais. donc tu passes une soirée, voire une journée ou voire un week-end à deux. Ouais. Donc c'est assez facile d'être totalement focus sur l'autre et de faire très attention, etc. Quand tu habites avec la personne, on change complètement en fait d'univers. C'est vrai. Et C'est on fait pas attention à 100%. Et on se dit, ah bah c'est bon, on a passé du temps ensemble. Oui, mais est-ce que c'était du temps de qualité? Oui, on s'est vu, mais on n'a pas vraiment apprécié de se voir. Pour moi, quand tu es en couple, quand tu habites ensemble, il faut quand même que dans ta semaine, tu aies à grand minima un rendez-vous. Ouais. Tu vois, un rendez-vous, grand minima. Mais, et ça, c'est vraiment le strict minimum, tu vois. Mais idéalement, tu auras un deuxième moment cool, tu vois. Je vais donner un exemple. Mercredi soir, dîner en amoureux, je sais pas quoi, une sortie, théâtre ou cinéma, j'en sais rien. Et puis dans le week-end, on va passer du temps, qui est également du temps de qualité ensemble, mais qui est un peu plus dilué, tu vois, qui va être sur une journée, etc. quoi. Ouais, je vois. Bon, à tous les jeunes parents, courage, ça reviendra. Courage, oui, parce que tu as les enfants en plus. Ouais, ça risque un peu d'être qu'il compliqué. faut gérer. Mais il y a besoin, il y a encore plus Et il faut besoin. essayer de, même quand tu as des enfants, un enfant, deux enfants, il faut essayer de trouver le moyen de faire cette Ouais, date, c'est vrai. cette unique date, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Il ne me laisse pas fouiller dans son téléphone. Ça revient beaucoup, cette question. Disons, c'est pas un red flag, parce qu'en fait, si tu veux, ton téléphone, c'est ta vie privée, tu vois. C'est-à-dire que, de manière générale, en fait, c'est je sors avec toi. Imagine cette situation. Très agréable. Très agréable. Si je sors avec toi, je te donne ma confiance. Ouais. Tu vois, et vice versa, tu vois. Alors, je décide, je t'ai fréquenté machin, ok, je te donne j'ai confiance en toi. Donc à partir de là, j'ai pas besoin d'aller fouiller. Maintenant, si tu vois que c'est très compliqué tout ce qui se passe autour du téléphone, tu vois, que le téléphone, la personne elle va pisser, le téléphone il vient avec la personne elle va prendre sa douche, le téléphone il vient avec, le téléphone il est jamais accessible, l'écran il est toujours loqué, il y a jamais de notif, il y a jamais de truc, ça pue la merde. Ok. Ça pue la merde. Ok. D'accord. Bon, en fait, il y a des éléments avant que ça devienne un red flag. Ouais. Bon, j'ai juste un avis à te demander, parce que je vois le temps qui file et que ton temps est précieux. Les applications. J'aimerais avoir ton avis sur ça, parce que tu es un coach en séduction, tu es très branché sur tout ce qui est, on en a parlé déjà plusieurs fois là, dans cet échange des applications. Il y a énormément de problèmes autour des applications, mais je dirais plus dans la lecture de ce que peut t'apporter une application. Ouais. Je te dis des datas qu'on a collectées. 20% des couples formés en 2024 en France l'ont été grâce aux sites de rencontres. C'est une étude de Statista. Ouais. 13 millions Je pense que c'est d'utilisateurs. même plus que ça. C'est sous-estimé à mon avis. Mais vas-y. C'est fort possible. 13 millions d'utilisateurs de services de rencontres en ligne sont attendus en France d'ici 2025. Encore une fois, selon Statista. Ouais. Les applications, les réseaux sociaux, les applications de rencontres aux réseaux sociaux, est-ce que ça aide vraiment aux rencontres de qualité ou pas? Alors, tu pourras pas t'empêcher de constater que tout autour de toi, il y a des couples qui se forment et les gens se sont rencontrés sur des applis. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est Oui, c'est la norme. voilà. Maintenant, les applis, ça saoule tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est le moyen de rencontre numéro un. Pour moi, je suis très clair là-dessus. C'est le moyen de rencontre numéro un aujourd'hui, devant tout le reste. Devant le travail, devant tout le reste. Tout le reste. Parce que les gens, ils vont même se dire, ah, c'est mon collègue de travail, ouais, mais attention, c'est mon collègue, machin. Ils vont plus souvent privilégier l'application. Oui. De toute façon, l'application est addictive en soi. Elle a été designée pour être addictive. Okay. Il y a des mecs hyper smart, c'est leur boulot, UX designer, machin, de faire des applis qui t'as envie de revenir, tu vois. Donc, les gens vont favoriser l'appli. Mais ça saoule tout le monde. Ça saoule tout le monde. Et c'est difficile. En fait, pour avoir le même... Les applications, tu vois, je l'ai expliqué dans une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle L'Homme Expliqué, d'ailleurs, si vous voulez aller regarder. Mais en gros, qu'est-ce que ça change une appli par rapport aux rencontres dans la vie de tous les jours? Quand tu vas à un event, tu vois des gens, en fait. Tu es tout de suite dans le ressenti. Ouais. Je vois cette nana, je parle avec elle, je vois son énergie, je vois comment elle... Donc tu captes tout de suite. Tu es dans la sensation. Quand tu es avec l'appli, en fait, tu n'es pas dans le ressenti. Tu choisis avec ton cerveau. En fait, c'est deux trucs. C'est soit je choisis les gens avec mon ressenti, et ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Enfin, ça se fait spontanément. Tu es dans un event, tu regardes à gauche, à droite, tu vois, ah, cette nana, elle me plaît, tu vois. T'as pas besoin de réfléchir. T'as pas de charge mentale là-dessus. Mais sur une appli, t'es à la manœuvre, tu vois. T'es obligé de conscientiser tout ce que tu fais. Oui, non, machin, j'aime pas, qu'est-ce que je dis, et tout, etc. Et donc, pour arriver au même... C'est impossible que les applications de rencontre aient le même niveau d'efficacité que les rencontres dans la vie de tous les jours. Parce que notre cerveau, il va très vite, on voit des gens, on capte plein de trucs. C'est vrai. Et les applications de rencontre rendent beaucoup plus exigeants. En particulier les femmes. Ah, c'est vrai? Plus que les hommes? En fait, non, je vais être même plus précis. Les applications de rencontre mettent en avant nos pires côtés. Enfin, exacerbent en fait on va dire les choses qu'on fait déjà naturellement. Donc les mecs, qu'est-ce que ça exacerbe? Le côté, ils vont penser au sexe, machin, ils vont sexualiser les conversations, etc.
ils vont avoir des comportements, mais que même pas ils auraient dans la vie de tous les jours. Tu vois, parce que protégés par la distance et l'anonymat, tu vois, relatif. Et les femmes qui sont déjà sélectives, et c'est tout à fait normal, parce que la sélection naturelle, c'est les femmes qui la font, en fait. L'espèce repose... Oui, ça, c'est même animal, hein. Ouais. C'est même animal. Mais du coup, l'appli, avec le côté un peu, tu vois, catalogue machin, plus ce que tu vois sur les réseaux sociaux, fait qu'en gros, le niveau d'exigence va se reporter, comme je disais tout à l'heure, sur un petit pourcentage de mecs. Ok, d'accord. Bon, avant de te laisser partir, dis-moi un top 3 en fonction des 3 thèmes que je vais te lister là, soit des erreurs à éviter, soit des choses à faire, etc. Top 3 des erreurs à éviter au premier rendez-vous. Top 3. Faire un rendez-vous beaucoup trop long. Je mets en 3. Parce que les gens ont tendance à faire des rendez-vous de 6 heures. Tu vois, ils vont se retrouver à 19h, ça va finir à minuit. Non. Ah ouais, c'est vrai, faut pas que ce soit trop long. Non. Le plus c'est long, plus c'est bon, c'est du mythe ça. Non, en fait, c'est plus c'est long, plus t'as pas envie de laisser partir l'autre. C'est plus t'as un bon feeling. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas une bonne idée en fait. C'est pas une bonne idée de faire ça. Vaut mieux créer de la frustration. Exactement. Vaut mieux créer de l'espace. C'est pas forcément de la frustration, mais c'est j'aurais bien aimé que ça dure 2 heures de plus. Et ça donne envie de revenir au prochain. Exactement. Il est malin, top 3, attends, tu m'as dit top 3. Ouais. Deuxième truc, pour le premier rendez-vous, éviter, bon, je vais dire un peu impulsif parce que j'ai pas préparé toutes les réponses, mais tu vas éviter en gros tout ce qui va être de rentrer ou dans des sujets, on va dire, clivants. Éviter donc politique, machin, et éviter aussi de rentrer dans un truc de bon alors qu'est-ce que tu cherches, tu vois, le CV, le truc, parle-moi de ta vie passée, ta vie amoureuse, je te déballe le truc. Ah ouais. À l'américaine, tu vois. C'est chiant, ça. C'est très comme ça. Okay. Et voilà. Donc là, tu m'as dit top 1, top 3, je t'ai dit 3, 2, et puis top 1, erreur à pas faire en rendez-vous. Le lieu, choisir un bon oui, non, mais le lieu, en fait, joue beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, le truc le plus chiant dans le lieu, c'est un endroit où il y a un niveau sonore trop élevé. C'est con, mais moi, quand ça m'est arrivé dans ma vie, de me retrouver avec des mauvais choix de premier date, que ce soit les miens ou ceux de la personne en face, où tu te retrouves dans un endroit et en fait, tu n'avais pas imaginé qu'il allait y avoir autant de bordel. Ah ouais, c'est vrai. Et ça casse en fait, ça brouille le signal, tu vois. C'est impossible de poser quelque chose d'un peu satiné, d'un peu sensuel. Bon, oui, c'est vrai. Quand tu as des peintres, des trucs, des mecs qui crient autour, donc le côté terrasse, sortie de bureau, tu vois, 19h avec tout le monde qui est un peu survolté, vaut mieux éviter. Okay. Faut trouver des coins un peu intimistes ou créer en fait. Les gens pensent pas, mais en fait, un premier rendez-vous peut être tout à fait dehors. Tu vois, je suis pas à Paris, tu te mets au bord de la Seine avec une boisson, une bouteille, machin. C'est vrai, ça peut être très agréable. Et le dernier thème, le dernier top 3 des questions à poser à un homme ou une femme pour créer une connexion. On parle je veux attirer l'attention, j'ai repéré quelqu'un une soirée. Voilà, en fait, tu veux créer une connexion avec quelqu'un, il faut poser des questions en fait, qui vont vraiment t'amener à découvrir la personne. Et quand la personne va répondre à ces questions, elle va être obligée en fait, d'être un peu imagée, de te raconter des choses. Type de question numéro 3, des questions sur des émotions en fait. C'est quoi la fois où tu as eu le plus la honte de ta vie ? C'est quoi la fois où tu as eu le plus peur de ta vie ? Si je te pose ces questions, tu es obligé de me répondre par quelque chose d'un peu long, tu vois. Ouais, tu vas penser tout de suite à une anecdote, un truc qui t'est arrivé, et ça permet de créer une connexion, parce que c'est la longueur de ton histoire et les détails que tu vas mettre dedans qui vont faire que moi je vais dire ah mais ouais mais c'est comme moi, ou il réfléchit comme moi, tu vois. Donc des questions sur tes émotions, des questions sur on va dire les endroits que tu as fréquentés dans ta vie, ta géographie, tu vois. Tiens, raconte-moi comment c'était là où tu as grandi. Ok, moi j'ai grandi dans une petite ville de 10 000 habitants, et en fait c'est très facile de raconter, c'est facile de répondre à ces questions. Parce qu'en fait, déjà, ça montre, tu vois, la personne elle est curieuse, tu as envie de parler de toi, en fait. C'est clair. Tu vas le faire spontanément. Ah, c'était comment quand tu étais petit ? Il y avait quoi ? Il y avait ta famille, machin. Donc, les questions, en gros, sur l'enfance, pareil, tu vois, géographie, enfance. Et des questions qui te permettent d'avoir une connexion. Allez, un troisième. Des questions, en fait, tu ferais quoi si ? Ah ouais, d'accord. Là, tu ferais quoi s'il se passait ça ? Tu ferais quoi si, tiens, demain, tu gagnes 1 million au loto ? Tu ferais quoi si ? Tu vois, de créer, en fait, quelque chose qui n'est pas là. D'accord ? Tiens, imagine, on est tous les deux sur une plage. Et en fait, c'est pas vraiment des questions, c'est des mises en situation. Mais ça permet d'avoir une connexion parce qu'en fait, on a tendance à poser beaucoup de questions sur le passé en rendez-vous. Ouais. Mais en réalité, on oublie de parler du moment présent et du futur. Ou de l'imaginaire, tu vois. C'est vrai que ça fait beaucoup parler en plus. Ça donne envie à la personne de parler. Tu ferais comment si tu voulais faire disparaître un corps ? C'est vrai qu'au premier rendez-vous, c'est bien d'avoir ça fait des conversations. Oui, c'est vrai. Ça fait des conversations intéressantes. Ah, c'est vrai. Et toutes ces questions, en fait, c'est très con, mais en fait, elles peuvent être préparées. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait un peu tricher, mais
c'est intéressant d'aller regarder sur Internet, de dire tiens, des questions intéressantes ou de demander, je sais pas, même à ChatGPT, tu vois, je suis sûr qu'il aura des réponses aussi bonnes que les miennes. C'est quoi des bonnes questions pour un premier date? Parce qu'en fait, lui, il va te trouver des trucs comme ça, tu vois. Et c'est très dur d'avoir ces questions-là, à moins d'être un très bon conversationnaliste, d'avoir ces questions qui fusent en direct comme ça. C'est bien d'avoir une ou deux questions, tu vois, où tu sais que tiens, je vais essayer d'amener la conversation par là. D'accord. Oui, c'est une bonne amorce. C'est une très bonne amorce. Ça te garantit que ton rendez-vous il soit plus intéressant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Yann, merci. Merci. Je me suis régalé, c'était passionnant. Ouais, sérieux. J'ai pas eu le temps passer. Moi non plus. Et merci d'y avoir répondu avec autant de transparence, d'efficacité. C'était très agréable. Pour les autres, on se retrouve très évidemment bientôt sur Extra avec d'autres invités comme Yann aujourd'hui qui va nous parler de leur passion, de leur métier, de leur vie hors du commun. Parce qu'il y en a plein autour de nous. Des gens extraordinaires, on ne le suspecte pas. Mais il y en a vraiment beaucoup. Merci à Yann. Merci. À très bientôt. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, TikTok. Il propose du contenu en plus approprié. Il nous l'a dit en début d'interview. Notamment sur TikTok. Allez-y, c'est sa plateforme préférée. Mais allez-y, franchement, il y a plein de conseils. C'est très agréable. Merci beaucoup. À bientôt.